du bioparc. Exactement. Ah, d'accord. Je suis le directeur du bioparc Genève. D'accord. Et c'est vous qui allez donner... Ah non, c'est une dame qui va donner les explications. C'est vous? C'est Christina Meissner, c'est notre présidente des fondations. Ah d'accord. Elle est aussi le responsable de SOS Hérisson. Ah d'accord, voilà, très bien. Elle arrive à peu près à 10 heures, c'est à peu près 30 minutes, et comme ça j'imagine c'est bien. Oui, il va y avoir une présentation de bioparc et des oiseaux. C'est ça, exactement. Et puis on va lire des poèmes à deux endroits. Génial. Ensuite les gens seront libres de visiter le parc. Oui, exact. Et puis après on refait, elle est là-bas la tente. Exactement, c'est là-bas le temps. Ouais, on refait une lecture et ensuite il y aura un apéro. Ah, ça c'est parfait. Vous êtes naturellement le bienvenu. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Salut Patrick. Bon, c'est bien. Vous êtes qui, monsieur? Moi, je suis président fondateur du Centre ornithologique de réadaptation à Gentot. On s'occupe des oiseaux blessés, malades et plusieurs donc vous vous occupez des autres animaux en fait. Exactement, ici. Comme ça je commence à tout savoir. Exactement. Parce que ça a changé. Hein. À nous collaborer demain, c'est Patrick le spécialiste des oiseaux et nous occuper les mammifères, les animaux exotiques, c'est comme ça. Voilà. Vous partagez les tâches. Mais c'est incroyable tout ce qui a été fait depuis l'histoire du bioparc en fait. Ah oui. C'est incroyable ce que ça a changé. Moi j'ai vu l'évolution. Ah bah oui, bon. Maintenant c'est quasiment un zoo. Hein. Ouais, mais c'est mieux. C'est différent, oui. C'est différent. Mais c'est bien. Poète dans ce parc. Nous avons prévu vers 11h30 une visite en immersion avec Nelly Bétan qui se trouve ici et qui est notre responsable de l'éducation. Bioparc Genève, c'est un refuge animalier très ancien parce que c'est en 1974 que Pierre Chaland l'a créé. Et c'est en 91 ou 94 qu'il y a eu déménagement de Vernier où il était, ici à Bellevue sur une parcelle de l'État que nous partageons avec le centre médico-pédagogique de Valavran qui est la grande maison. Et non, ça c'est pas chez nous la grande maison. Par contre, le trailer devant, oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est un refuge animalier, c'est donc pas un zoo. Pourquoi en fait on choisit que peut-être 10% des espèces qui sont là, les autres, elles viennent parce qu'en détention illégale, parce qu'abandonnées, parce que blessées et en besoin de soins. Il s'agit d'espèces locales et d'espèces exotiques. Nous sommes les seuls à pouvoir soigner ce qu'on appelle les animaux CITES, donc ceux qui tombent sous la Convention des espèces en danger, dont le commerce et le trafic est réglementé, voire interdit. Et donc voilà comment on se retrouve avec à peu près 300 animaux, ça change toujours, 90 espèces. Donc on les accueille et on essaye de les mettre dans les meilleures conditions de bien-être. Ce parc a beaucoup évolué depuis l'arrivée de la nouvelle équipe avec Tobias Plaha en 2018. Il y a eu un travail énorme qui a été fait pour améliorer les conditions d'accueil des animaux. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Mais par contre, pour nous, l'essentiel, c'est le bien-être animal. Et si les animaux se sentent bien, eh ben, ils peuvent aussi nous apporter du bien-être. Et c'est pour ça qu'on a aussi ouvert le parc beaucoup plus au public. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est 7 jours sur 7, de 9h à 16h. Les gens sont les bienvenus. Et c'est gratuit pour la première visite. Après, eh bien, on devient membre si on estime que ce que l'on fait ici au Bioparc vaut la peine d'être fait. Et c'est 50 francs par année pour toute la famille, peut venir autant de fois qu'on veut. Il y a aussi la possibilité de faire des rencontres plus fortes avec les animaux. Ces animaux sont pour beaucoup habitués par leur contact avec l'être humain, qui a été positif ou négatif, mais qui a existé une fois dans leur vie. Donc on fait des visites en immersion aussi. Et vous aurez l'occasion de le faire avec les lémuriens. Et ce qu'on a développé, c'est évidemment l'accueil des classes. L'éducation à la nature, à la biodiversité, c'est fondamental. On a un programme avec le département de l'instruction publique pour les accueils des écoles primaires, qui rencontre d'ailleurs un succès fou. Et zoothérapie, la thérapie grâce aux animaux, qui s'adresse aux personnes qui ont des problèmes de communication, les autistes, adultes ou enfants. Et là aussi, le succès est vraiment au rendez-vous, à tel point d'ailleurs qu'on travaille. On ne peut pas faire plus, faute de place, et pour pouvoir faire cette zoothérapie.
Ça marche, pourquoi? Parce que les personnes qui ont des problèmes de communication ont souvent des problèmes de manque de confiance en soi. Et il faut leur donner cette confiance. Et l'animal, il ne juge pas. Il ne juge pas. Donc en fait, il y a une relation qui peut s'établir et qui peut donner confiance à la personne, qui reprend ses responsabilités. Ça marche extrêmement bien. Et ensuite, évidemment, on accueille des animaux sauvages blessés de la région avec l'objectif de les relâcher. Ceux-là, vous ne les verrez pas parce que l'objectif, c'est de relâcher, de justement ne pas avoir de contact avec le public. Mais il y a largement assez d'animaux qui, hélas, abandonnés ou en détention illégale, sont là pour que vous puissiez les voir parce que eux, malheureusement, ils ne pourront jamais retrouver la liberté. Donc voilà un petit peu toutes nos missions. Et notre problème aujourd'hui, c'est la place, c'est l'espace. Les animaux ont un problème avec les avions. Alors c'est un peu comme les habitants qui habitent à côté de l'aéroport, j'en suis une. On finit par s'habituer, c'est horrible à dire, mais on s'y habitue. Après, si on peut s'en passer, c'est quand même nettement mieux. Hein. Et donc, dans ce sens-là, si on peut... Et d'ailleurs, ça a des conséquences. Par exemple, on a un pigargue. Et le pigargue, pendant le Covid, c'était le bonheur. Il n'y a pas eu d'avion. On a pu le faire voler. Évidemment, quand il y a des avions, on ne peut pas le faire. On espère donc pouvoir déménager en 2027. Nous avons, depuis 4 ans, engagé avec l'État des pourparlers pour pouvoir trouver un autre site qui soit plus grand et surtout qui apporte des conditions bien meilleures, parce que le problème ici, c'est que nous avons tout le système de tuyauterie, d'électricité, etc. est dans un état épouvantable. Nous avons une seule maison avec une seule pièce dans laquelle ça fait chambre de repos, de travail, de réunion et cuisine. Formidable. Et c'est pas plus grand que ce que vous occupez là. Donc, et tout tombe en ruine. Donc, d'où le fait que quand on a des enjeux, eh ben, on se débrouille autrement. Janus, l'accueillir pendant les travaux, on a trouvé une solution. On n'a pas de place, eh ben, on a trouvé un trailer. Et Janus a sa maison ici pour lui avec ses soigneuses, etc. On trouve des moyens, vous irez sous la tente ce qu'on appelle des événements. Voilà, on a posé une tente pour les événements. On cherche une ambulance pour avoir un centre de soins parce que notre centre de soins est vraiment épouvantable, etc., etc. Idéalement. Et moi, je suis Brigitte Junot, fondatrice et directrice des Éditions des Saints. Donc, conjointement, nous avons élaboré cet événement dans le cadre de poésie, du Printemps de la Poésie. C'est d'ailleurs une idée de Catherine de venir ici, parce qu'elle en plus, vous connaissez, puis elle adore les animaux et c'était une excellente idée. Et Adriana, Catherine et Adriana, c'était une excellente idée de vous faire aussi, pour certaines, découvrir ce parc qui a eu nous. Ah, Patrice, on les aime. Donc, il va y avoir 3 interventions. Catherine va nous expliquer ça. Vous aurez des lectures par Sita Potacherouva qui a son avis de guide, de Huguette Junot, Thierry Lumignot, Patrice Mini, Sophie Parlatano qui n'est pas là, Adriana Passini dont j'ai déjà parlé, Sita Potacherouva qui est aussi poète, Narcisse Pratt, vous savez, qui vient de décéder, Mélanie Richaud, qui a écrit un petit livre pour enfants, et Nicolas Stéphane qui est malheureusement malade. Mais ça ne fait rien, ce sera la place à la poésie, vous verrez, vous entendrez des textes sur les animaux, puisque c'est le thème cette année du Printemps de la Poésie. Et alors pour la façon de faire, je vais passer la parole maintenant à Catherine. Qui est le thème même du Printemps de la Poésie 2024, c'est-à-dire l'art des animaux, l'écriture et la poésie. La cohabitation homme-animal et inspiration littéraire, elle existe depuis que l'homme écrit, en somme, depuis qu'il représente la nature à la préhistoire sur les parois, et ensuite avec les mots, les textes et l'écriture. Homme et animal, vous savez que les grands auteurs, les grands écrivains avaient tous des animaux fétiches. Colette, c'était les chats.
elle a même consacré un livre sur le chat. C'est un animal compagnon d'écriture, compagnon d'inspiration, et ça me rassure beaucoup de voir que l'ouverture va jusque maintenant sur la zoothérapie, parce que oui, dans les soins avec les personnes en difficulté, notamment psychique, eh bien les animaux, il n'y a rien de plus apaisant et resocialisant. Un être humain à la frontière de l'humanité, et on parlera, parce qu'ici un auteur très sensible au spécisme et au problème des interespèces, le respect entre le vivant, c'est le respect des espèces, eh bien vous savez que les personnes à la lisière mentale de l'inhumain se réhumanisent à travers l'animal et peuvent resocialiser avec les autres humains. Ça devient une étape intermédiaire absolument louable et nécessaire. Donc respect de la nature, respect des animaux, paradoxe total, on va faire cette visite avec des avions qui polluent, n'est-ce pas? Parce que voilà, on ne peut pas faire autrement. Pour l'instant, espérons que l'élan humain va restaurer une réconciliation avec le biotope général, donc jusqu'aux plantes et à la nature. Je m'appelle Sita Potacheruva, je suis guide du patrimoine littéraire, je fais des balades littéraires à vélo et à pied et je guide, mais je suis aussi poète. Je me présenterai plus tard puisque je présenterai un de mes textes, mais j'aimerais qu'on commence tout de suite avec un texte d'Huguette Junot, fondatrice de la maison d'édition des Sables, ici présente, qui s'est présentée tout à l'heure. Huguette Junot, vous êtes une figure du patrimoine littéraire genevois, parce que grâce à vous et à travers la maison d'édition des Sables qui existe depuis 1987, eh bien vous mettez la poésie en avant. Il faut savoir que c'est un genre littéraire qui est le parent pauvre, on va dire le canard noir, un parent pauvre de la littérature en général. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'au 19e siècle, il y avait... que je connais depuis de nombreuses années et que j'admire aussi tout le travail qu'elle fait, autant que le directeur et son équipe ici au Bioparc. Brièvement, j'ai créé le centre le 1er juin 1965, le centre ornithologique de réadaptation, qui reçoit environ 2500 oiseaux blessés, malades, tombés du nid. Aussi, on va commencer bientôt la période et on a plusieurs programmes d'études dans le cadre de l'État de Genève et de la ville de Genève sur la protection des martinets. C'est une espèce que je tiens tout particulièrement à protéger et on a été grandement aidé grâce à la mention que Christina a lancée. C'est un succès, vraiment il y a 7 architectes par semaine. Hein, pour moi, une motion qui a eu du succès pour la nature. Et voilà, alors nous, si vous voulez, on est toute une petite équipe d'ornithologues, biologistes, vétérinaires, il y a des non-scientifiques également, qui ont fait tout ça, la plupart bénévolement, à part 2 demi-postes qui sont rétribués. Et puis voilà, on a environ 12 000 appels téléphoniques par année, on travaille avec la CECAL, qui est la centrale d'alarme de la police, et les pompiers avec le commandant Schumacher, que je tiens aussi à remercier parce qu'il fait un travail admirable vis-à-vis de la faune, mais aussi des autres espèces d'animaux tels que chats, chiens, en cas de sinistre. Et puis voilà, alors ceux qui seraient une fois intéressés, le centre n'est pas visitable par le public, mais de prendre contact avec nous, et puis on peut leur expliquer plus en détail aussi, ou venir en bénévolat. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour soigner les petits oiseaux tombés du nid. On en a entre 800 à 1000 depuis fin avril jusqu'au mois d'août, et ça se nourrit toutes les 5, 10, 15, 30, 20 ou 30 minutes. Hein. Ça commence à 8 h le matin, ça finit à 20 h. Alors ça, on est toujours à la recherche de bénévoles aussi pour ceci. Et quand on trouve un oiseau blessé ou malade, vous aurez toutes les instructions sur le petit flyer que vous pouvez prendre. Il y a aussi un petit marque-page avec le hibou, c'est notre emblème. D'ailleurs, on remercie aussi Bioparc parce qu'on avait un hibou grand-duc qu'on ne pouvait pas conserver. Il avait très gentiment accueilli, vous le verrez, je pense, dans les volières avec un autre. Je crois qu'ils ne s'entendent pas si mal que ça. Les oh oui, oui, Gertrude et Sherlock, c'est un grand amour, mais elle est un peu vieille. Et voilà, brièvement, parce qu'après j'ai encore d'autres engagements malheureusement, mais je vous remercie de m'avoir invité aussi au Club des Poètes, c'est ça. J'aurais bien aimé écouter quelques poèmes, parce que j'adore la poésie. Hein, je suis dans mon monde de la nature, des choses comme ça, et ben, malheureusement je pourrais pas. Voilà. J'ai fait 15 ans d'unité comme formateur de par le monde pour les oiseaux dans les aéroports.
et la faune sauvage, parce qu'en Afrique, vous avez des problèmes de gazelles, vous avez des problèmes de singes sur les aéroports. Ils sont aucunement gênés par le trafic aérien. Et c'est pour ça qu'on faisait des études préliminaires du périmètre interne et externe, hein, pour éviter aussi les chocs dans les mouvements, que ce soit atterrissage ou décollage avec les oiseaux. Alors c'est pas le cas à l'aéroport de Genève, mais assuré qu'il y a même une population de biches qui se trouve dans... Donc Nicolas Stéphane, ce qui est intéressant de savoir de lui, édité aux éditions des Sables en 2022, il est suisse bien sûr, mais il a vécu aussi sur l'île de la Gomera, donc c'est en Espagne, dans les Canaries. Et puis là a commencé une préoccupation qui le traverse jusqu'à aujourd'hui, c'est la préoccupation du spécisme. Vous savez que le spécisme, c'est donc une manière de discriminer les espèces. Le racisme, c'est la discrimination de couleur de peau. Le spécisme, c'est la discrimination des espèces. Un mouvement issu de l'utilitarisme de John Stuart Mill et Jeremy Bentham, qui sont les philosophes qui ont décrété que le seul critère qui est digne de considération morale, c'est la capacité de souffrir. Donc ces philosophes-là ont rentré dans la communauté morale les êtres vivants humains et non humains. Puisque dès que l'on peut souffrir, ça veut dire qu'on doit être respecté selon la dignité comme Kant l'a défini, c'est-à-dire que la dignité n'est pas détachable d'un être vivant. Dans ce cas, on le réifie, on le chosifie, on le considère comme une pierre ou comme un objet. C'est ce qu'il y a de pire à faire selon Kant. Les utilitaristes sont les premiers. Sont les premiers au XIXe siècle à avoir formalisé philosophiquement la discrimination donc des espèces et à vouloir faire entrer dans la communauté morale les êtres vivants non humains. Il fait complètement partie de cette pensée-là qu'il défend et qu'il défend notamment à travers ses écrits. Cette frontière, c'est le cas de le dire, je viens de vous expliquer de quelle frontière il s'agit, des poèmes qui sont très empreints de cette réflexion. La route des vacances. Il y en a plein les autoroutes, des camions remplis, museaux écrasés contre les barreaux, ils font partie du paysage. Sur la route des vacances, on mange un sandwich, on écoute de la musique, on les dépasse. À l'arrière, les enfants lèvent le nez de leur tablette, ils imitent moutons, vaches, cochons, leur font un petit signe de la main. Il y en a plein les autoroutes, des camions remplis, on les égorgera demain. Nous allons à la mer. Je vous ai dit, c'est coup de poing. C'est aujourd'hui qu'on te fait monter dans le camion. Tu boites un peu. Tu as 6 ans. Dehors, c'est le printemps. Tu respires. La buée sort de tes naseaux. Il fera bientôt. Avec les autres réformés dans le sol boueux entre les barrières. Derrière toi, celui qui t'a nourri tous les jours, celui qui t'a enlevé tes petits, utilisé jusqu'à la dernière goutte. Arrivé devant la rampe, tu refuses de grimper. Tu regardes obstinément à côté. Essaye de te retourner. Mais il te pousse de la voix et du bâton. Celui qui t'a fait une caresse sur le museau le jour où la télé est venue. Avant, c'était acquis que la poésie était un genre noble et un genre à maîtriser d'ailleurs. Au Moyen-Âge, la poésie, les poètes, ils déclamaient la poésie, on se parlait de façon poétique. C'est aujourd'hui, dans notre modernité, où tout d'un coup, c'est devenu un petit peu le dernier rayon des libraires qu'on va au fond à gauche, en général à côté de la philosophie, n'est-ce pas? On ne sait pas pourquoi, et c'est bien dommage. Donc heureusement que le printemps de la poésie permet chaque année de réhabiliter, de remettre en avant ce qui existe, parce que les poètes sont là, vous êtes là aujourd'hui, les auteurs et les maisons d'édition. Et Huguette Junot, à travers votre travail, vous avez mis tout au long de votre carrière d'éditrice la poésie en avant. Et on vous en remercie infiniment, parce que c'est vraiment un rôle, on va dire, vraiment un rôle de littérature engagée. Vous écrivez vous-même, par ailleurs, d'ailleurs plus d'une trentaine d'ouvrages à votre actif, mais vous êtes aussi une femme militante pour l'égalité des genres. On parle d'égalité des espèces, mais dans les espèces, il y a d'autres égalités à défendre, bien sûr. Donc l'égalité du genre, vous étiez concernée en tant qu'enseignante, une grande carrière d'enseignante, vous avez sensibilisé vos élèves à ce problème. Vous avez vous-même aussi écrit et puis enseigné, mais aussi... Vous êtes allé régulièrement en Grèce, vous avez Grèce, on traduit du grec moderne en français, en bilingue. Donc pour les personnes qui veulent apprendre le grec, vous pouvez même l'apprendre à travers les textes d'Huguette Junot. Donc c'est une de ses spécificités.
Donc Huguette Junot vous doit énormément pour le patrimoine poétique et littéraire à Genève. Et dans votre écriture, aujourd'hui, on avait envie de présenter ce petit ouvrage, un opus tout à fait original et particulier, poème pour enfants abécédaires. On vous laissera feuilleter à la fin de la balade. Tous les ouvrages seront à disposition pour les regarder, bien entendu. Donc un abécédaire pour les enfants, poétique en lien avec les animaux. Alors on va faire un petit exercice de style, si vous le voulez bien. Je commence avec une lettre. Je vous ai choisi H. H, presque. Hérisson. J'aurais été orientée, là. Un hérisson peut-il embrasser un hibou? Un hibou caresser un hérisson? Ah ah, ça fait gric, dit le hérisson. Ouhou, ça fait mal, dit le hibou. Donc des petits poèmes, comme des aphorismes, des animaux pour les enfants. C'est une lecture vraiment pour les enfants. Mais vous savez tous qu'on a un enfant dans le cœur, donc c'est 7,77 ans. Si je prends I, on tombe sur iceberg, ice cream, igloo, illustration, image, imagination, inventé, invisible. Sur cette image, j'ai inventé un ice cream grand comme un iceberg, puis je suis entrée dans l'igloo invisible et j'ai mangé la glace. Du coup, l'ours blanc ne m'a pas vu. Alors on peut faire un exercice de style, vous me donnez une lettre, vu que c'est un abécédaire, et je vous lis le poème de Huguette Junot. Q. Mon Dieu. Il y a, hein? Elle l'a pas oublié, hein? Quand 4 questions que quoi? Je peux poser une question? Pourquoi le chien remue sa queue? Pourquoi les adultes nous grondent? Pourquoi la chaise a 4 pieds? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi on est triste parfois? Pourquoi on pleure? Q question. Autre lettre? Désir, désirer, dessin, dire, doigt. J'ai un doigt de fée. Dis-moi quel est ton désir. Je désire tout avoir, tout le gâteau, tout le chocolat, tous les jouets, tous les carousels, toute la terre, rien que pour moi, sur mon dessin. Il y avait une boutique. À l'intérieur de la boutique, très important, il y a une partie qui est consacrée à ce que vous ne devez pas acheter. C'est un petit musée CITES qui est sur la Convention du trafic des espèces en danger. Et donc vous verrez là-bas, mais malheureusement, des espèces que nous avons au parc et qui sont en voie de disparition et qui se retrouvent sous la forme de châles ou de crânes. Et ça, c'est pas acheté, évidemment. Mais c'est important de sensibiliser les gens qui voyagent à ce fait-là. Et après, ben, évidemment, il y a la boutique avec des tas de choses qui sont même issues des poils de nos chameaux, comme ça. À côté, vous avez un étang, l'étang des poissons rouges. L'étang des poissons rouges, mais pourquoi sauver les poissons rouges? Non, ce n'est pas les poissons rouges qu'on veut sauver, c'est la biodiversité de nos étangs que nous voulons sauver contre les poissons rouges. Donc plutôt que de jeter les poissons n'importe où, alors on a offert la possibilité de le faire dans un étang qu'on a recréé et qui est dédié aux poissons rouges. Il faut savoir que les poissons rouges, ils mangent tout. Que l'on peut évidemment acheter, comme d'ailleurs les tortues de Floride qui font aussi des ravages, trop facilement, mais ça dépasse, c'est une histoire d'organisation mondiale du commerce et de liberté du commerce. Mais au moins on essaie de faire notre part. Et puis peut-être que certains d'entre vous auront vu qu'on a communiqué particulièrement maintenant, parce qu'à l'équinoxe du printemps, c'est le nouvel an perse, et les personnes du bassin mésopotamien ont cette habitude zoroastrique de mettre sur la table un certain nombre de plats et au milieu trône un poisson rouge dans son bocal vivant. Sauf qu'au bout de 15 jours, on en fait quoi? Et ben voilà, on va le mettre ici et c'est pour ça qu'on a fait cet étang. Les ânes, alors les ânes, on a plein d'animaux de ferme, hein, si vous voulez. Ils ont été récupérés d'un monsieur qui a dû partir en EMS et qui nous a été confié par la protection des animaux. Et voilà, maintenant, il participe à la zoothérapie. Vous verrez que dans chacun de nos enclos, là où
n'y a pas de problème. Il y a toujours un accès qui est en fait pour les chaises roulantes, pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui font de la zoothérapie, il y a toujours un accès privilégié. On a essayé de faire la même chose avec. Eh bien, Thierry Lomineau a rencontré son épouse à Paris, une épouse suisse, qui fait qu'après il viendra à Zurich. Mais à Paris, il commence déjà les premières idées de rédiger un bestiaire. Premier volet, rôle de zèbre. 3 ans plus tard, à Zurich, il enseigne le français et pense un deuxième volet à son bestiaire, qui est celui que je vous présente aujourd'hui, le bestiaire avec plein d'aphorismes, bestiaire intime, comme vous le voyez ici, avec une enluminure référence évidemment au Moyen-Âge, où la perméabilité au Moyen-Âge entre les hommes et les animaux était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait un doux mélange entre religion, paganisme, croyance entre les animaux et l'homme au Moyen-Âge. Pour les médiévaux, chaque animal qui traversait votre horizon, eh bien, en fait, vous donnait des messages. Et puis, ça avait une signification. Ils avaient cette habitude, en fait, de penser que l'animal est un signe pour l'homme. Ce qui reste un petit peu dans notre langage, parfois, dans certaines expressions. Mais au Moyen-Âge, c'était beaucoup plus fréquent. Alors, je vais vous lire un extrait sélectionné de la maison d'édition des Sables. C'est le lézard et sa pierre jumelle. Une pierre s'interroge et se tire des lézards comme on se tire les cartes. Le lézard et sa pierre jumelle, c'est une histoire de transe et de fusion, de transfusion, où le sang souffle, le chaud et le froid. Soit une pierre chauffée à blanc, elle s'invente un lézard. Morse hasarde, fouille dans ses affaires, s'ingère, lézard. Machine à coudre, découdre, puis recoudre la pierre, et fuir pour un lézard, c'est faire machine arrière. Quand la pierre se regarde le nombril, elle y voit un lézard qui lui fait les yeux doux. Quand la chance lui tire la queue, le lézard lui tire la langue. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, le lézard allume son chemin, mais sa flamme soudain se change en flemme, alors il erre la tête ailleurs, arpenteur dilettante de sa propre inconstance. Le lézard attend en permanence au moral de la pierre et son coup porté est irrémédiable. Du feu brûlant qui lui ronge l'échine, il en est l'infatigable tison. Le lézard soigne avec insolence le dépit du guetteur de chance. Quand la pierre s'impatiente, on lui jette un lézard. Quand le lézard s'impatiente, on lui jette la pierre. Surgit donc c'est où, soudain sur le qui-vive, il grave à la va-vite son graffito à la mémoire du Très-Haut. Un lézard fuse, puis se fige, refuse et puis refuse, décidément d'aller plus loin. À son épreuve définitivement collée, de remettre sur le métier 100 fois la tâche. Le lézard enseigne, mais son métier est d'oublier ce qu'il devait nous enseigner. À tant paraître et disparaître, il épuise sa mémoire, mais garde son sang-froid. Sot rien, jamais sûr de rien. Toujours prêt à se dédire, se déjuger, à revenir sur ses aveux ou retourner sa veste, toujours prêt à rompre son contrat et sa contrainte. Et si le lézard était un crocodile que le soleil aurait rabougri et dont une flottille de filles belles à croquer, répondant au doux nom d'Odile, aurait entrepris de moquer, à s'en décrocher les mâchoires, l'envergure minimale. Le crocodile a son Odile, le lézard son Lazare. Son frère de sang, à peine disparu, il renaît aussitôt. Le lézard suggère, plus que n'inscrit, son épitaphe, toujours recommencer, mais jamais par le commencement. Une rature déambule et la pierre a bon dos. Le lézard dégrafe la pierre, lui griffe la poitrine et lui démange le sein, et puis la laisse là, fuyant vers une autre défaite, une autre faille, faillite ou défaillance. J'ai vu le cyprès prendre son envol dans le plein cœur d'un lézard brun. Tu connais ça, non, je connaissais, je sais qu'il existait, et si j'avais donné des sous pour lui, mais je ne savais pas, c'est ça, mais je me dis la première fois. Je veux dire à ma fille qui a des filles, peut-être qu'elle n'est jamais d'ailleurs. Donc de nouveau le CGP, voici non pas un triangle, un cercle. Comme ça, les gens, c'est plus facile pour eux de suivre. Devant
vous, vous avez des saïmiris. Ce sont des petits singes qui ont été récupérés d'un laboratoire. Ici est Patrice Mudi. Donc, vous êtes un vrai Genevois, on peut le dire, et vous avez une activité à la fois de poète, d'écrivain, vous avez été politicien, écologiste engagé, donc ça tombe bien aujourd'hui avec les animaux. Et les avions. Et les avions, voilà, paradoxe des paradoxes. Vous avez été député au canton de Genève de 1999 à 2003, membre exécutif de la ville de Genève de 2003 à 2011, maire de Genève 2007-2008. En 1980, vous avez travaillé à Radio Cité. Vous avez travaillé pour le journal Le Courrier. Vous avez été d'ailleurs rédacteur en chef au Courrier de 92 à 99. Vous avez même vécu en Valais. Vous avez quitté Genève pour quelque temps. Et on peut dire que tout ce parcours a été accompagné par une écriture et une réflexion sur l'homme, son temps et son environnement, puisque vous avez cette sensibilité-là. Vous avez par exemple, quand vous avez vécu en Valais, eh bien, vous avez écrit Val d'Errance, rencontre singulière en 2012. On voit qu'il y a du vécu qui en fait, inspire directement de l'écriture, par exemple. Il y a à Genève eu une sensibilité pour le quartier des Paquis. Putain de portrait aux éditions Zlatkin en 2015, avec des photographies notamment, si je ne me trompe pas. Vous êtes aussi musicien, accordéoniste, vous faites des concerts, et puis je tends la main. La nuit s'y éclairée, ululement des chouettes, l'odeur de la résine de la vie. Vous sentez, on est vraiment pas loin du haïku. Vraiment pas loin. J'attends de trouver pourquoi j'attends. Là, il n'y aura pas de réconfort. Il entend la chouette, être seul à deux dans le trolleybus de la vie, et rater des arrêts sur demande. Être ailleurs, sans être sûr d'y être, et écouter la pluie. La mélancolie des dimanches qui s'étire lentement, dehors, le vent souffle. La grosse pierre sur mon bureau, toujours étonnée de la retrouver. J'entends le bruit du chauffage. Je me retire dans mon intérieur, je vois le castor. L'ombre éclaire plus que la lumière, la vache confirme. Je suis la grenouille sur le nénuphar, qui regarde la mare. Le jardin dehors, le mari dedans, le bonheur. S'embrasser pour s'embrasser, mélanger les fluides, le corps et l'esprit. Ma femme est contente, ma journée rayonne, le hibou ricane. Elle est blonde et talentueuse, elle regorge d'énergie, parfois elle explose. Elle se trouve grosse, elle ne veut pas entendre que j'aime ses rondeurs. Une belle hyperactive, un léger borderline, ils se sont tant aimés. Voilà l'illustration. Qui est malheureusement absente aujourd'hui, elle a la passion des oiseaux et on est pile devant cette volière, il y en a deux magnifiques, mais je pense que c'est à Pont-de-Mai qu'on soit devant des oiseaux. Alors Sophie Parlatano, une seule plume suffit, édition des Sables 2021. Pour la présenter, il faut savoir qu'elle a fait ses lettres. De Genève, et suite à une maladie éprouvante, elle s'est mise à l'écriture. L'écriture, souvent, pour certains auteurs, d'ailleurs dans toute l'histoire de la littérature, et ça permet de rebondir dans la vie quand on a des difficultés. C'est son cas à elle. Elle a aussi été pigiste au quotidien La Côte, et puis elle s'est formée à l'écoute active selon Carl Rogers, de la société suisse de l'écoute active Carl Rogers, approche centrée sur la personne. Elle a fait une formation d'accompagnement et puis elle a cet amour des oiseaux depuis toujours. Elle s'intéresse au chant, au nid, à l'envol et ceci s'exprime dans sa poésie. J'écoute chaque chant d'oiseau, mésange, fauvette, pinson, verdier, linotte, merle ou martinet. Je me demande, entre cris, appels et chants, quelle est ma langue ? Sans couleur,
si ce n'est le rouge de mon sang, sans bec, quoique parfois, sans plume, sauf celle qui, sans elle, hélas, et pourtant je me demande où est mon nid, mon arbre, ma cachette, mon envol. Et de l'incarnation du Verbe. Nous avons parlé de pont entre l'intime et l'universel, du sel, du pic et de la fauvette, de plénitude et d'incertitude, de la pesanteur d'un seul papillon, de désir, de larmes et d'appel, de l'amour, 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 la grande affaire humaine. C'était ce matin chez Françoise, entre les hortensias, les agapantes en bouton et le feuillage d'argent des cimerelles. À partager conjointement cette écriture à 80 décales de tortue avec Patrice Muni, ici présent, que je vous ai présenté tout à l'heure, et des aquarelles d'Erika Muni pour ce recueil d'encre fraîche en 2018. Donc 2 parties, 2 plumes, 2 auteurs, des aquarelles. Il faut dire qu'Adriana Passini est membre du comité d'encre fraîche depuis plus de 10 ans, qu'elle a écrit adolescente des poèmes en italien, il faut le savoir, qu'elle est passionnée de photographie et de gravure, ça fait plus de 10 ans qu'elle se consacre à la gravure. Elle a d'ailleurs fait plusieurs expositions à Genève et ailleurs. Elle a participé au collectif À quoi rêve-t-il 2011 Encre fraîche. Elle est aussi illustratrice notamment de Passage d'ombre en 2010. Elle a été illustratrice et elle a travaillé beaucoup pour des couvertures d'ouvrages à encre fraîche. On peut nommer La Rôdeuse en 2010, 1944 en 2010, Journal de Noé en 2011, La Mémoire effacée ou bien même encore le recueil Désir. Donc toute une réflexion entre écriture, mots et illustration, comment exprimer par différents supports le texte. Alors, première partie, nous sommes là dans la plume de Patrice Muni. Les poils dans le vent, l'espace, entre terre et ciel, dans les bois, la chouette pullule. Toujours prête à surgir, à déborder, quand je croise ta race, elle roule chaude, tu me manques autant. Merci Adriana. Et Patrice. Les choses, hein. La pluie parcourt les trottoirs, patine l'horizon. On entend pourtant encore les merles du matin. Ça marche. Au bord de l'étang, le crapaud en embuscade attend la libellule. Écoutons maintenant la sonorité des mots d'Adriana Passini. L'écaille bien installée sur le dos de la tortue se laisse véhiculer à travers les capucines. Le carrosse est princier. Par hasard, furtivement, on s'est croisés. Son regard, sa présence naturelle, j'ai tout de suite su, sans doute possible. Mon fils, après 30 ans d'oubli. Sur le lit, la chatte se gratte avec frénésie, puis se met en boule, horreur. Fin du tremblement de terre. Oh, ma petite Mira, sans ton bonjour miaulé, ta présence ronronnante, ta boule de poil, la maison est bien vide. Le jardin sans essence, même l'escargot qui passe, ne s'arrête pas. Le fou de basson plane, scrute et plonge en piqué, festin garanti. Drôle et coquine, elle court, elle trottine, s'asperge d'eau des flaques, toujours devant, les oreilles dans le vent, Cathy est son nom. Ton petit corps poilu, tout en longueur, blotti contre le mien, un jour qui s'annonce bon. Sans liaison visuelle, panique à bord, Katsu et Pitsu en balade.
Lola, le noir sera dorénavant la couleur de la douceur. Oh, ça c'est blue, c'est blue, c'est pas le noir, c'est blue. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un arayassin, c'est le plus grand perroquet du monde. Et il est avec les autres aras. Mais, et voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que aimez les lémuriens. Quand vous vous retournerez, vous verrez Sakani. Sakani, c'est le plus grand carnivore de Madagascar. Et bah oui, il mange des lémuriens. Et Sakani est un mâle qui est venu de Paris. À côté, il y a la femelle Vanilla. Ils sont parmi les 10% des animaux que nous choisissons d'avoir. Ils font partie d'un programme de reproduction européen du fossa, qui est une espèce en danger de disparition, comme la plupart, malheureusement, des espèces de Madagascar. Le fossa qui est ici à 4 ans, on attend l'autorisation de pouvoir les mettre ensemble pour qu'ils puissent se reproduire. Et quand ils ne sont pas dans la bonne période de reproduction, il faut impérativement les séparer parce qu'ils peuvent se blesser à mort. Et c'est pour ça qu'il y a un renforcement assez fort entre les deux cages. De l'autre côté, vous avez les suricates. Et pour Billy. Billy était un suricate qui était en détention illégale et traité comme un chat. Et c'est un matriarcat, donc là, il a fallu aller chercher une femelle dans un autre groupe et avoir au minimum 2 mâles, donc Billy plus un autre, pour que le groupe soit constitué. Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis Billy dans un groupe déjà constitué? Il se serait fait tuer. Parce que les groupes sont très, enfin, ils se tiennent les coudes, si on peut dire, énormément. Et donc, voilà, Billy, à l'évidence, s'est habitué à sa famille de suricates et puis il s'est reproduit. Il y a eu 3 bébés l'année passée. Et là, vous avez la chance, j'espère, en fait, ils étaient dehors avant. Il y a les 3 bébés qui viennent de naître il y a 2 semaines. Et voilà, donc ils vivent heureux. Ils participent, donc on peut avoir des immersions avec les suricates, mais... Poète des éditions des Sables, Narcisse Prat, parce qu'il vient de nous quitter le 10 mars 2024, mais c'était un homme plein de vie lui aussi, un peu comme un suricate, un grand militant, un grand penseur. On disait de lui que c'était un anarchiste libertaire et libre penseur, valaisan, et il aimait bien dénoncer les injustices et les inégalités. Il a enseigné au Tessin et en 1954, il a publié son premier roman, L'Intrus. Il a reçu le prix Guilde du cinéma parce qu'il a aussi écrit pour le cinéma, pour le théâtre. Il a fait des romans, des nouvelles et des poèmes. Et puis, il avait une revue tout à fait satirique, caustique. Vous le comprendrez tout de suite quand je vais dire le titre. Elle n'a pas vécu longtemps, bien sûr, parce que ça s'appelait Le Crétin des Alpes. Et il a publié la revue en Valais. Alors, vous imaginez bien, ça n'a pas tenu longtemps. Alors, dans La Complainte des animaux, un recueil de poèmes aux éditions des Sables, il se fait un petit peu La Fontaine. Et il se met dans la peau des animaux pour nous transmettre un peu des problèmes avec les comportements des humains, bien sûr. L'aigle royal. Je suis Sa Majesté l'aigle royal, l'ultime. J'avais une compagne, elle portait le fruit de royales amours, perpétuant depuis le fond des âges morts notre espèce en ses cimes. Foudroyée au pylône, elle est morte. Et je suis le dernier roi des rois d'une espèce sublime. Un câble à haut voltage a donc commis ce crime. Or, cette invention, nous la devons à lui. À lui, l'homme. Toujours. Ma femelle féconde, en déployant son aile, a reçu plus de dards qu'il n'en faut pour tuer 30 000 renards. Je suis donc le dernier. Mais c'est en vain que front des fusils épaulés m'attendent. Bec, à toi. Sur le champ, montrons-leur comment meurent les rois. Le hamster et le canari. Le hamster. Nourri, logé, blanchi, l'homme est heureux ainsi. Idéal de grande envergure si l'on fut, digne d'un bipède réussi,
se prévalant de la capture d'ancêtres malheureux sans doute pris au nid pour procréer à pleine cage. Pour moi, comme pour mon frère le canari, la vie est un long esclavage. Canari, pourquoi s'obstine-t-elle à féconder nos œufs de prisonniers d'âme nature? Nous n'osons regarder nos enfants dans les yeux, honteux de cette forfaiture. Nous sommes son spectacle, amusons ses enfants, tout en guérissant leurs complexes. Nous retenant captifs, les voici triomphants, notre chant leur est joie annexe. Ils sont les descendants d'êtres supérieurs, ils ont saisi l'insaisissable. Ayant acquis sur nous le titre de dictateur, à nos dépens se font notables. Comme un hymne à la vie interprétant mon chant, pour eux, nos pleurs sont bavardages. Magnifique. Merci. Alors, vous voyez, là, il est en train de se frotter, il est en train de marquer son territoire, sa canine. Et la femelle, alors je vous raconte cette histoire, ça c'est le mâle. La femelle, quand elle a un truc absolument incroyable, c'est que son clitoris peut devenir aussi grand qu'un pénis et leurrer les mâles pour les faire croire qu'elle est mâle. Et cela jusqu'à qu'elle soit prête. Elle peut très bien leurrer les autres mâles en les faisant croire qu'elle est elle-même un mâle. Et voilà, c'est quand même assez intéressant. Il a une femelle là. Il a la femelle Vanilla qui est à côté. Petit là, c'est un tout petit ça. Si. Le nichoir. Et Sherlock, celui qui est venu, vous voyez petit peu, il est dans l'arbre. Voilà, Gertrude, à part les... C'est vrai que les crayons, ils sont donnés vivants, mais le reste, Ils font la sieste. Animaux. Pour pouvoir effectivement ne pas, voilà, que vraiment ils soient mis en confiance aussi, les personnes qui profitent. Ça connaît le nouveau prieuré, Bonne Espérance, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a plus, et puis la Fondation Butini. Donc nous travaillons beaucoup avec les EMS à pouvoir se déplacer. Les personnes âgées sont souvent seules. Elles ont autant que les autres besoin d'émotion, de contact. Et les animaux remplacent parfois, malheureusement, l'absence de l'être humain. D'ailleurs, Catherine de Melis et Adriana Passini de m'avoir poussé à éditer ces poèmes qui sont de toutes sortes, mais dont le dernier est spécifiquement relié aux animaux. Ça parcourt plus ou moins tout le recueil, mais spécifiquement le dernier. Illustré par Andrea Villa, qui est une illustratrice et une enseignante de japonais en ligne. C'est dans un grand magasin d'ameublement au rayon chambre à coucher que se présente une magnifique athlète en tenue scintillante, son corps musclé et reptilien glissé dans un fourreau à paillettes crépitante à tout mouvement. Avec un sourire lumineux, elle demande « Voilà, nous avons besoin d'un conseil d'experts comme vous pour trouver un lit adapté à moi et mon compagnon à qui j'ai dit oui. » Le vendeur tremblant se tourne vers un fabuleux éléphant d'Afrique qui balance sa trompe nonchalamment sur le comptoir, attrape un stylo et esquisse un croquis d'un objet encore jamais vu par un être humain. On a beaucoup réfléchi, vous savez, et on opte pour un lit en béton ou en granit noir, avec 2 niveaux bien sûr, mais surtout il faut que ma tête soit aussi proche que possible de ses yeux, car on adore se regarder s'endormir alors qu'il m'enlace délicatement tout entière dans sa trompe musclée. Il aura fallu 1 an de travail, 5 architectes de renom, 17 ouvriers, 2 sculpteurs de granit noir pour achever la couche nuptiale tant attendue.
Le magasin, tirant alors une belle réputation et un prix spécial du meuble interespèce, reçoit la visite d'un bel adolescent asiatique à la peau caramel beurre salé et aux yeux couleur d'océan du petit matin. Vu votre réputation, je suis venue de Thaïlande, en passant par l'Afrique, jusque chez vous avec ma toute belle compagne, car nous aussi, nous cherchons une couche à la hauteur de notre désir. Elles ne sont pas cuites. J'étais sûre que non, c'est sûr que tu as un contact avec les animaux. T'aimes pas? C'est pas ça. Hein? T'aimes pas? Qu'est-ce que je te dis, moi? T'aimerais, toi? Oui, une carotte, oui. Il attrape la main. Oui, il nous prend pour des super. Non, hey, magnifique, c'est beau. Voilà, bon, super. Hop là. Okay. C'est pas ça, ils n'aiment pas les carottes. C'est vite vu. Hop là, j'ai pas eu. Non, parce qu'on sait que par bonheur, c'est pas leur bonheur. Ouais, bah ça c'est le problème. Ils sont 6, mais là on a une la moitié qui est chez nous, on a eu des petits animaux tous les ans depuis 2000. Donc, on va l'appeler si vous passez peut-être. Au revoir, Murien de Madagascar. Il n'y a pas les prisonniers d'un côté et de l'autre, ceux qui sont libres d'aller. Il n'y a pas ceux qui acceptent et ceux qui... Il y a ceux qui attendent et ceux qui trouvent. T'es sympathique. Maman aussi. Qui c'est qu'aime pas? L'autre, il est beau.